Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Nous sommes au cœur de l'été 2021 et cet épisode aujourd'hui est un peu spécial. C'est un épisode en fait tiré d'une table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer il y a quelques semaines de cela pour le compte du Geste. C'était une table ronde sur le comeback des newsletters. Alors vous savez, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé sur Mediarama à ce micro. Et donc là, ça a été l'occasion d'avoir plusieurs acteurs de profils différents autour d'une table et laisser s'exprimer sur les usages, sur les modèles économiques, sur les challenges, les difficultés techniques qu'il peut y avoir aussi autour de ce médium que j'apprécie particulièrement, dont on a beaucoup parlé. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de faire ça pour le GEST. Je vous propose aujourd'hui d'écouter cette table ronde et de me retrouver la semaine prochaine pour le dernier épisode du mois de juillet. D'ici là, bonne écoute et bel été. Donc bonjour à tous. Donc le sujet des newsletters est en plein boom en ce moment. On a beaucoup de questions qui se posent encore, notamment sur le modèle économique, comment les éditeurs appréhendent ce média qui a été créé peu de temps après la création des boîtes mail. Et donc, nous avons décidé de relancer un cycle d'échange sur ce sujet des newsletters pour comprendre un peu la puissance de ce média. Alors, pour cette table ronde, on a travaillé avec François Desfossés, qui est Head of Media et cofondateur de Cosa Vostra et animateur du podcast Mediarama. Donc, c'est lui qui va modérer ce webinaire. On se donne environ 45 minutes et on se garde à la fin 10-15 minutes de questions-réponses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions à droite de votre écran. Voilà, François, je te laisse la main. Super, merci Amélien, bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce webinaire. Merci aussi aux intervenants que je vais présenter rapidement. Certains sont bien connus, d'autres peut-être un petit peu moins. Et, on a essayé d'avoir un panel un peu complémentaire pour parler un peu des newsletters. Je commence par Rebecca Amselem, qui est donc la cofondatrice de Gloria Media et de la newsletter Vaisseau Amiral de Les Glorieuses, dont tu nous parleras tout à l'heure. Bonjour. Frédéric. Merci, bonjour et merci Rebecca. Frédéric Fillou, qui est peut-être édite une des plus anciennes newsletters, le Monday Note, et puis depuis un peu moins longtemps épisodique, et puis surtout tu es un homme de médias et tu enseignes, et notamment sur les newsletters. Donc c'est un sujet que tu connais bien aussi sur la théorie et c'est un médium que tu connais bien et analyses régulièrement. Benoît Raphaël de Flint, pareil, homme de médias, tu as lancé plusieurs sujets et on a fait un épisode de Mediarama aussi ensemble. Donc pour ton parcours, on peut écouter l'épisode, c'est le petit instant auto-promo. Et donc Flint, c'est une newsletter qui a la particularité d'être une newsletter de curation, et donc la curation est faite par un robot, par du machine learning, et tu pourras probablement nous en dire un petit peu plus aussi là-dessus. Et Jérôme Deland de Prisma Media, donc qui vient de rejoindre récemment Vivendi, c'est officiel depuis je crois avant-hier, donc c'est vraiment exactement. Et voilà, et tu gères entre autres toutes les newsletters du groupe. Tu pourras nous dire un peu précisément, et donc là tu apporteras toi ton expertise vraiment de groupe de médias entre guillemets, on va dire traditionnels, pas un pur player autour des newsletters. Et je pense que c'était aussi important d'avoir la vision de l'autre côté, parce que ce n'est pas que des petits artisans autour des newsletters. Donc effectivement, Emilien le répétait, il y a un retour en force. Alors il date pas de là des débuts 2021, ça fait déjà quelques années, mais c'était intéressant de faire un peu un bilan, un constat, de voir ce que vous avez appris, les différents modalités, usages, modèles économiques autour de la newsletter, puis voir ce que vous avez appris. Ce que je pense qui est important pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est de voir aussi vos apprentissages au cours de ce que vous avez fait autour de vos newsletters.
Peut-être pour commencer un petit peu, je voulais voir un peu quels étaient vos souvenirs de vos premières newsletters, parce que c'est un médium qui existe depuis des années. Je pense que depuis que je suis dans Internet, 20 ans, il y a des newsletters. Que ce soit en tant qu'abonné ou en tant que producteur, c'est quoi votre premier souvenir de newsletter? J'avais commencé par toi, Rebecca, donc je te donne la main là-dessus. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec une newsletter en tant qu'abonné ou peut-être ton premier souvenir d'éditrice en tant que sur Les Glorieuses? Alors, Rebecca, on ne t'entend pas, ça a figé. Elle n'a pas aimé la question. Eh bien, c'est pas grave. Le temps qu'elle se reconnecte, on va passer. Frédéric, ton souvenir de newsletter, ton premier souvenir? Bon, mon premier souvenir de newsletter, il est né avec le groupe de presse norvégien Schibsted. C'est-à-dire que lorsque je suis parti de 20 minutes, après avoir dirigé pendant 6 ans la rédaction de 20 minutes, j'ai été embauché par Schibsted, donc basé en Norvège. J'habitais Paris et je me demandais quel pourrait bien être le moyen d'exister en étant loin, en commutant de temps en temps à Oslo et à Stockholm. Et donc, un ami m'a suggéré de faire il m'a dit tous les lundis, tu leur envoies quelque chose à ton comité exécutif, etc. Et donc, j'ai intitulé ça la Monday Note et ça a été lancé le 1er septembre 2007. Et là, j'ai mis en ligne avant-hier le numéro 623. Comme Nandou, j'ai appelé ça la Monday Note, ce qui fait que j'ai pouillé 623 de ma vie personnelle et familiale. Donc, c'était une très, très mauvaise idée, ça. T'es collé à ton nom, effectivement, ce serait compliqué de changer de nom. Rebecca, welcome back. Oui, désolé. Petite déco. Ton premier souvenir de newsletter? Mon premier souvenir de newsletter en tant que lectrice, c'était la newsletter de Frédéric, en fait. Et c'était la Monday Note. Effectivement, et je pense que je l'ai découverte peut-être un petit peu après, oui, en 2007, peut-être 2008. Et effectivement, pour la première fois, en fait, je trouvais qu'on pouvait consommer des médias d'une manière différente et notamment sans avoir à aller, à faire le pas pour aller sur un site web ou pour aller consommer quelque chose, mais c'est plutôt quelque chose qui arrivait à soi. Et ça, pour le coup, c'était assez novateur. Et sinon, de mon activité de productrice de newsletter. La première fois que j'ai lancé la newsletter des Glorieuses, le premier email, c'était le 29 septembre 2015, donc ça va faire bientôt 6 ans. On se souvient de ce genre de date, je ne sais pas pourquoi ça ne part pas. Elle t'a bien marqué. Et je me souviens d'avoir tremblé comme jamais devant le bouton envoyer qui était envoyé, je pense, à ma famille et à mes amis, parce qu'à l'époque, il devait y avoir, je crois, 200 inscrits. J'avais extrêmement peur. Aujourd'hui, je l'envoie toutes les semaines à 140 000 personnes. Clairement, j'ai plus ce sentiment-là. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est ce stress de me dire « Oh là là, il y a 250 personnes qui vont lire ce que j'écris. » Est-ce qu'on est plus stressé à 140 000 personnes? Non. On n'est plus du tout stressé à 140, on est beaucoup plus stressé à 250 personnes. Ou alors, quand pour la première fois, j'en envoyais à plus de 1000 personnes, là, j'ai eu de nouveau ce sentiment de stress total en me disant que j'allais soit changer la planète dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Et puis finalement, on ne change pas du tout la planète, mais ça, on l'apprend un petit peu après. Exactement. Benoît, des petits problèmes de connexion, je vois, on va laisser réapparaître. Jérôme, ton premier souvenir de newsletter en tant que consommateur ou au sein de Prisma ou d'un éditeur? À titre d'abonné, je suppose que c'était une newsletter liée au voyage. Donc, j'ai essayé de chercher si c'était Easy Voyage ou Nouvelles Frontières à l'époque. Donc, ça ne nous rajeunit pas tout à fait. Non. Et sinon, chez Prisma, non, peut-être oui, un chiffre comme ça. Je suis arrivé maintenant il y a 3 ans et demi. On avait une vingtaine de newsletters et aujourd'hui, nous en proposons 120. C'est une autre dimension en fait. On parlait tout à l'heure de groupe, un peu le côté industriel, on y reviendra. Effectivement, c'est pas rien. Gérer 120 newsletters, vous avez pris le pas. Benoît, donc on n'a plus de vidéo, je ne sais pas si tu nous entends. Non. Moi, je vous entends, je vous vois. Ah, d'accord, toi tu nous vois, c'est ta vidéo. Donc si tu peux nous donner ton souvenir, ton premier souvenir du newsletter pour compléter ce petit tour. Je vois que le premier souvenir qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment permis de me rendre compte aussi qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait un potentiel énorme avec la newsletter, je pense que c'est My Little Paris, qui était au départ une lettre envoyée entre copines et qui est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui, donc un média puissant avec
avec tout ce qui va derrière. Donc, je pense que ça m'a permis de comprendre qu'à partir de j'appelle ça un peu le média du pauvre, quelque part, on peut arriver à construire quelque chose d'assez solide. Et la première expérience en tant que producteur, où là aussi, j'ai eu un choc, c'était en 2015, quand on a lancé pour Nice Matin l'offre abonnée, qui était toute nouvelle offre. On ne savait pas trop exactement comment la présenter, parce que c'était quelque chose de très nouveau. Et on avait testé, comme j'ai pas de religion, on avait testé plein de canaux, donc les réseaux sociaux, évidemment, qui semblaient évidents, et la newsletter. Et le taux de transformation, c'est-à-dire que la capacité à capter des nouveaux abonnés et à faire connaître a été tellement, mais c'était x10, voire x20 parfois, à tel point que la nouvelle plateforme qu'on avait prévu de développer pour l'offre abonnée, qui était assez complexe, on l'a développée qu'à moitié et on a quasiment tout fait passer par la newsletter. D'accord, donc voilà, intéressant aussi de voir sans s'y attendre à quel point ça pouvait prendre. Et je retiens de ce que tu disais un peu le média du pauvre. C'est à la fois dur et à la fois un peu vrai. Facile à lancer, en tout cas, la newsletter, c'est le média de la débrouille. Frédéric, toi qui donne des cours un peu sur les newsletters, c'est quoi les avantages de se lancer avec une newsletter pour un créateur de contenu? Moi, je suis un grand... Alors, les newsletters, ça dépend en fait du point de vue dont on se place, parce que je pense pas qu'on puisse comparer, par exemple, la newsletter que fait Rebecca avec une newsletter que va faire un journaliste qui est dans un média, qui en a assez et puis qui décide de franchir le pas. C'est pas du tout un jugement de valeur de quelque nature que ce soit, c'est simplement une différence au départ de la façon dont on va concevoir le produit. Moi, je suis de toute façon un grand défenseur des newsletters à peu près à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'à Sciences Po, j'ai fait un papier dans l'épisodique où je raconte ça. Mais un des cours qui a le plus retenu l'attention de mes étudiants, et Dieu sait que ça a été dur pendant cette pandémie, ça a été le fait que je les ai vraiment encouragés à faire une newsletter, à se lancer eux-mêmes dans la fabrication, dans la confection d'une newsletter. C'est un très bon moyen pour se faire remarquer, c'est un très bon moyen pour exprimer sa passion, c'est un très bon moyen de s'engager sur quelque chose, d'avoir un travail collectif, tangible, et puis je pense que c'est le meilleur des CV. Si on parle des journalistes qui passent, qui franchissent le pas et qui vont quitter leur rédaction, là c'est une démarche un petit peu différente. Elle est souvent le fruit de la crise. Il y a quand même beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, je crois qu'il y a 16 000 personnes l'an dernier qui ont perdu leur job, c'est assez monstrueux. Il y a aussi un ras-le-bol des rédactions traditionnelles, c'est-à-dire que quand on compare, et je pense que personne ne va me contredire là-dessus, quand on compare la légèreté, la facilité qu'on a de faire une newsletter, notamment avec les outils d'aujourd'hui, et l'espèce de parcours du combattant que c'est dans une rédaction pour placer un papier, où vous cognez au papier du voisin, où vous avez un chef de service qui vous dit « mais non, ça va pas, machin », etc. Je pense qu'il y a un côté, effectivement, quand on a un peu de métier, c'est le cas de toutes les personnes ici, il y a un côté quand même grisant à faire son propre média. C'est parfois un exercice d'une grande solitude, c'est parfois un exercice qui a des limites parce qu'on aimerait avoir plus de moyens pour faire un journalisme de qualité, peut-être plus ambitieux, passer plus de temps sur les papiers, mais il y a un côté absolument grisant qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je pense que c'est ça qui est en grande partie à l'origine de l'essor des newsletters actuellement, avec des plateformes comme Substack, où il y a beaucoup de journalistes des plumes qui vont franchir le pas et essayer de se construire leur propre audience. Il y a un dernier élément qui est quand même très important, c'est que par rapport à l'époque où, quand j'étais petit, par exemple, à Libération, on me disait tu peux te barrer de Libé, mais sans Libé, tu n'es rien. Ou quelqu'un qui est au Monde, on va lui dire sans le Monde ou sans n'importe quoi, tu n'es rien. C'était vrai à une époque, aujourd'hui ce n'est plus vrai. Il y a un système qui est qu'aujourd'hui, je pense, les audiences qu'on est parvenu à avoir via les réseaux sociaux deviennent un actif qu'on peut transformer en une newsletter et emporter avec soi et développer sa marque personnelle, même si le terme est un peu limite, et puis surtout la monétiser. Donc je pense que ça, c'est un énorme changement. Effectivement, et tu l'as dit en fait, hein, c'est le côté un peu grisant et c'est très, très incarné la newsletter, c'est vraiment le ton de l'intime, de l'exclusivité. Et c'est pas facile pour les grands médias de s'y lancer avec succès. En fait, aux États-Unis, par exemple, l'exemple qu'on cite souvent, c'est New York Times, mais l'angle éditorial est très personnalisé. Rebecca, toi, justement, le ton, l'intime, c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN des Glorieuses. C'est quelque chose qui, c'est votre marque de fabrique, c'est indispensable quand on a une newsletter.
Je pense qu'en termes de contenu, l'ADN de la newsletter, c'est de se dire qu'on va analyser, donc c'est moi ou d'autres personnes, analysons des faits d'actualité ou alors des éléments culturels sous le prisme du féminisme. Et de se dire, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait interpréter cette question-là. L'ADN de cette newsletter, c'est le doute. C'est de se dire que ce qui nous est présenté comme étant évident, on est là aussi pour mettre des questions. On ne va pas du tout donner notre avis en disant voilà, vous devez penser ça ou ça, mais il existe tel et tel point de vue, à vous de faire le vôtre. En termes de création de la newsletter, c'est la newsletter des Glorieuses et les 5 newsletters qu'on publie aujourd'hui, c'est des newsletters qui sont à la fois autoportés et en même temps sur lesquels il y a des hyperliens. Donc autoporté, ça veut dire qu'il va y avoir un texte dans la newsletter, comme les newsletters du New York Times, et après on va faire une curation d'articles qui renvoient vers d'autres médias. Et nous, ce qu'on veut faire véhiculer via les différentes newsletters qu'on publie, c'est qu'on donne un point de vue, mais c'est sûr que ce n'est pas le seul point de vue qui existe, et on encourage vraiment les lectrices et les lecteurs à lire une diversité de points de vue sur toutes ces questions-là. Et je pense qu'un en tout cas, une des erreurs dans lesquelles un certain nombre de newsletters de médias français font, c'est qu'ils confondent newsletter et curation de leurs propres articles. Aujourd'hui, une newsletter fonctionne, elle a un énorme taux d'ouverture. Nous, par exemple, en fonction de newsletter, on a un taux d'ouverture qui se situe entre 55 et 85%. Mais c'est un gros taux d'ouverture. Ce qui est beaucoup par rapport, effectivement, aux newsletters classiques, qui sont juste des liens, des portes d'entrée vers les sites. Parce que tout ce qu'on va trouver dans la newsletter se trouve à l'intérieur de cet email. Donc, on est obligé de cliquer sur l'email si jamais on veut accéder au contenu de la newsletter. Et c'est d'ailleurs ce que le New York Times a tout à fait compris. Le New York Times, aujourd'hui, c'est un édito et puis une curation d'un certain nombre d'articles de leurs propres médias. Et c'est comme ça qu'ils ont un taux d'ouverture aussi énorme. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi un taux de transformation en termes d'abonnement payant via leur newsletter et en développant ce type de stratégie. Ouais. Avant de revenir sur la curation, parce que Benoît, sur le sujet, pourra nous en parler, je voulais avoir le point de vue de Jérôme et de Prisma quand on parle justement un peu de ces médias qui sont des médias autoportés avec un ton, quelque chose dans le domaine de l'intime. Comment, quand on est un groupe comme Prisma et qu'on lance 120 newsletters, est-ce que ce shift a été réussi vers des newsletters qui sont des médias en eux-mêmes, où vous en êtes, et là plus par provoque encore, à envoyer des newsletters avec le sommaire des articles les plus cliqués pour espérer avoir du trafic sur les sites? Alors, peut-être déjà, Prisma, c'est 23 marques, donc qui sont quasiment toutes leaders sur leur secteur. Donc, on va retrouver les plus connus. On a Femme Actuelle, Cuisine Actuelle, Géo, Capital. Donc, il y a effectivement deux façons de voir la newsletter. Déjà, nous, c'était de créer un lien avec nos lecteurs, de leur proposer un service, parce que notre ADN de ces marques-là, c'est du coaching de consommation. Donc, on va pousser des bons plans, on va pousser les meilleures recettes, on va pousser donner une vision sur le meilleur programme télévision pour nos journalistes. Donc, il y a ça au sein de la newsletter. Et puis, il y a aussi toute une partie, effectivement, qui s'adapte au comportemental du lecteur. Et en dernier lieu, il y avait aussi l'idée de renouer avec un rendez-vous traditionnel des médias classiques. Donc, on a 2 quotidiennes par marque, une matin, une le soir. Donc, on peut dire c'est un rendez-vous la matinale radio, le 20h du soir. Et puis ensuite, on a lancé des newsletters thématiques qui, elles, ont des fréquences d'envoi qui sont hebdo, bi-hebdo ou mensuelles. D'accord. Mais vous avez identifié l'importance de ces newsletters qui sont des médias en eux-mêmes, qui peuvent être totalement décorrélés d'un site. Est-ce que vous avez des newsletters qui n'ont pas de pendant plateforme? Alors, pas encore, mais on est en train de travailler dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, dernièrement, on a lancé nos premières newsletters payantes, dont une via la marque Capital qui s'appelle 21 millions et qui est dédiée à la crypto-monnaie. Donc, on a effectivement cette réflexion. On commence donc un modèle gratuit et un modèle payant. Et on a lancé aussi des newsletters beaucoup plus serviciels ou des newsletters qui permettent des newsletters sur mesure. On associe la caution de nos marques au savoir-faire de nos rédactions
pour, en co-sponsoring avec un annonceur, traiter d'une thématique définie ensemble. Ok, donc beaucoup de projets et donc première newsletter payante, ce qui permet un peu de rebondir. Alors il y a eu 2 questions dans le chat, une pour Rebecca qui était sur comment on passe de 85 taux d'ouverture. Alors je ne sais pas s'il y a une recette magique par rapport à ça. On la veut. Une réponse, Rebecca? En fait, pour la newsletter des Glorieuses, qui est notre newsletter qui a le plus d'abonnés, on est à un taux d'ouverture qui se situe entre 55 et 65%. Et en fait, tout va dépendre de si je trouve un bon objet d'email, honnêtement. Ça ne tient pas plus que ça. C'est pour ça. Donc le titre, au-delà du contenu, voilà, il faut quand même si on est dans un média intime, on est dans un feed d'email, il faut quand même le travail du titre est important. Mais d'ailleurs, plein de fois, ça m'énerve parce que j'ai le bon titre qui me vient un jour après avoir envoyé la newsletter et ça me saoule parce que je me dis une couverture de 10 points supérieure. Et après, pour le 85%, c'est plus pour des newsletters plus confidentiels. Par exemple, les petites glows, donc c'est une newsletter qu'on a pour adolescentes, donc qui est pour les 16-25 ans. Et là, il y a 20 000 abonnés et le taux d'ouverture est naturellement entre 80 et 90%. Mais parce que c'est une base de données qui est moins grande aussi. Je pense qu'au-delà de la base de données moins grande, c'est le côté affinitaire. Plus tu es sur quelque chose d'affinitaire, plus tu as de chances d'être ouvert. Alors évidemment, c'est mieux dit. C'est ça. Ouais, non, mais c'était ça en tout cas. Mais, et donc voilà, Laurent, pour la question, c'est le titre fait beaucoup, donc je pense qu'il faut y passer du temps, il ne faut pas le faire en dernière minute, c'est aussi important que le reste de l'article. Benoît, on parlait donc de curation, la newsletter, c'est aussi un média de curation, ce que Rebecca disait aussi, que fait le New York Times, que eux font aussi. Flint, c'est donc une newsletter payante, ce qui permettra aussi peut-être de parler de monétisation, mais qui fait donc de la curation. Pour toi, newsletter et curation, c'est quelque chose de très naturel. C'est comment peut-être même peut-être pas la genèse de Flint, parce qu'on y passerait peut-être un peu de temps, mais pour toi, c'est le bon média pour faire de la curation? En fait, la façon dont on a abordé la question, c'est d'abord, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire avec Flint, quelle est la mission qu'on s'est donnée, et au-delà de la curation, de la sélection d'infos, c'était de permettre à chacun de s'informer de façon plus pertinente. Et on voit que là-dessus, ça veut dire à la fois avoir accès à des algorithmes plus vertueux qui font des recommandations d'articles qui nous enferment moins, qui sont moins basés sur le buzz, ou uniquement sur la sémantique, essayer d'aller chercher la qualité, etc., de pouvoir personnaliser, et en même temps de permettre aussi d'avoir une réflexion sur la façon dont on s'informe, un petit peu comme la façon dont on se nourrit. On fait attention à ce qu'on met dans notre estomac, on ne fait pas forcément toujours attention à ce qu'on met dans notre cerveau. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir provoquer aussi une interaction, une co-construction d'un projet avec une communauté. Et donc, il fallait qu'on retrouve, puisque la newsletter au départ était envoyée par un robot, maintenant il y a aussi des newsletters envoyés par des humains. Donc, on mélange de plus en plus en fait ces deux approches. Hein. Il y a des journalistes humains, des journalistes robots. Les journalistes robots, ils font la curation, ils font la sélection et la personnalisation, et les humains, ils vont apporter l'analyse, la réflexion, et puis essayer de faire travailler notre esprit critique. Et en fait, la newsletter, d'abord on l'a fait parce que ça coûtait pas cher et que c'était, comme on voulait surtout d'abord travailler sur nos algorithmes, on voulait aussi beaucoup échanger avec la communauté parce qu'on savait pas trop si notre projet, si les algorithmes étaient efficaces ou pas. Il fallait qu'on teste auprès d'un public plus large. La newsletter était le véhicule le plus simple en fait pour nous. Donc on se concentrait nous sur notre technologie et la newsletter était le meilleur moyen, le meilleur véhicule pour fidéliser des gens et avoir des retours. Et puis surtout, il y avait une dimension. Je voulais qu'il y ait un rapport intime à l'information, intime avec le robot, parce que les algorithmes, en fait, on les maîtrise pas, ceux de Facebook, Google, etc. Et je voulais que l'utilisateur puisse interagir avec son robot, pas en lui parlant, mais simplement en lui montrant ce qu'il aime, et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, avoir une vraie dimension pédagogique d'interaction. Et en même temps, on voulait que les utilisateurs puissent nous répondre. Et finalement, la newsletter, beaucoup plus que le blog, en fait, elle se rapproche de la lettre. Il y a une forme d'intimité, moi, je trouve. Et c'est justement pour ça, en fait, qu'on a voulu, qu'on a d'abord utilisé un petit peu par défaut, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était le meilleur véhicule pour nous. Très clair. Toujours sur un peu la curation, et on reviendra après sur la communauté avec Jérôme et Rebecca. Peut-être, Frédéric, on parle de la qualité de la curation. Parce qu'en fait, qui dit plus d'offres de newsletter fait qu'il y a aussi plus de concurrence. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot?
Là, justement, j'ai un petit sujet je ne suis pas convaincu que la curation soit le moteur principal de l'essor des newsletters aujourd'hui. Je pense que ce qui est le ressort principal de l'activité des newsletters et du succès qu'elles rencontrent, c'est le point de vue, c'est la qualité de l'analyse, c'est la différenciation par l'expérience que va véhiculer l'auteur ou l'autrice de la newsletter. Je pense que c'est ça le truc fondamental. Aujourd'hui, l'actu, on la connaît, on est même absolument submergé d'actualité dès l'instant qu'on passe, et on est tous peut-être un petit peu trop intoxiqués par Twitter, donc on est rarement surpris par l'actualité. Donc on sait un peu ce dont notre communauté, enfin les gens qu'on suit en tout cas, parlent. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va aller chercher un point de vue de qualité. Et c'est ça qui va faire payer, je pense. Pour ce qui me concerne, les newsletters auxquels je suis abonné de façon payante, où je vais payer $9 par mois, ce sont des gens qui me donnent un point de vue de qualité et dont j'attends l'analyse. L'actu survient et je me dis, tiens, qu'est-ce que telle personne va penser de tel sujet? Je pense que le facteur différenciant est là-dessus. La curation, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui repère des choses que vous n'avez pas repérées, mais je suis pas convaincu que ce soit l'élément. Après, il y a une dimension quand même service public, tu vois. Tu parlais un peu de moi, je m'en fous du service public. Je m'en fous du service public. Il y avait un instrument que j'utilisais qui était absolument génial, qui s'appelait Nuzzle, qui a été malheureusement arrêté il y a très peu de temps. Racheté par Twitter. Oui, exactement, ouais. Et je trouve ça absolument consternant parce que c'était un truc dont j'ai toujours fait une publicité gratuite et sincère absolue de Nuzzle. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisaient, mais c'était un social recommendation engine extrêmement astucieux puisqu'il recommandait des choses que les gens que l'on suit sur Twitter retweetent. Donc, il y a de facto un facteur de recommandation humaine. Recommandation humaine et de qualité puisque c'est que des gens que tu vas suivre. Et ça, je trouve que ça, personnellement, ça suffisait largement à me tenir au courant, pour ce qui me concerne, de ce qui se passait. Après, j'ai une approche personnellement peut-être un petit peu old-fashioned, c'est-à-dire que je vais souvent rentrer dans l'actualité par des titres que je connais. Mais enfin, ça, c'est peut-être un truc générationnel et je me hasarderai pas à généraliser. Mais je pense encore une fois que ce qui est important, c'est la niche, c'est-à-dire le sujet de ma newsletter. Quand on voit, par exemple, il y avait ce papier qui est paru il n'y a pas longtemps dans le New York Times qui raconte l'histoire de cette professeure de Boston University qui s'appelle Heather Cox Richardson, elle a 1,4 million de followers sur Facebook, donc évidemment qu'elle ne monétise pas. Elle a 350 000, donc elle fait un papier tous les jours, elle est prof d'histoire et elle remet l'actualité dans un contexte historique. C'est super bien fait. Et vraiment, elle bosse parce qu'elle fait toutes les semaines un papier de 1000 mots, ce qui est quand même, faut se les faire en anglais. Elle sait. Et elle a 16 000 abonnés payants sur Substack, qui sont des gens qui payent uniquement $4,99 par mois pour pouvoir interagir avec elle. Et ça lui rapporte $1 petit million par an, ce qui est quand même assez cool comme complément de salaire pour un professeur d'université. Mais je trouve ça génial parce que pour moi, ça a toutes les vertus. C'est quelqu'un qui a une expertise extraordinaire. C'est une femme assez âgée, qui a de l'ancienneté dans son truc, qui a un facteur différenciant, c'est-à-dire elle a pris une niche qui est je vais traiter l'actualité au travers d'un prisme historique. C'est super bien fait, super bien écrit, et elle engage avec sa communauté. Je trouve qu'il y a à peu près toutes les vertus, et moi je suis ravi qu'une personne comme ça arrive à monétiser à la fois son expérience et son habileté. Ouais, ça, c'est faut dire quand même, coup de chapeau un peu à Substack qui a notamment permis ce genre de choses. Avant, il y avait quand même des barrières technologiques qu'il n'y a plus aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai que c'est un truc très important. La levée des barrières techniques est un élément absolument fondamental. C'est vraiment pour ça que, encore une fois, je reviens à ce que je disais à mes étudiants, à qui je vais me faire un petit séminaire sur les newsletters dans les prochaines semaines. Là, je pense que dès l'instant qu'on a une passion pour quelque chose, la newsletter, c'est le moyen d'engager avec son audience le plus simple, le plus moins cher, et vraiment, il ne faut pas s'en priver. Parce qu'il est beaucoup plus facile qu'on ne pense de percer la couverture avec quelque chose de qualité. Je pense que c'est beaucoup plus réalisable. Voilà, après, comme on disait,
attention à la surabondance d'offres, ça ce sera quelque chose à surveiller. Il y aura probablement des produits qui sortiront. Ça va être un problème. Ça va être un problème par rapport à la question de Lina Aguial, je crois, la monétisation des newsletters. Ça va être un problème effectivement pour la monétisation. Je pense que on va quand même se confronter. Il y a une espèce de naïveté qui consiste à penser que tout le monde pourra avoir plusieurs newsletters à $5 par mois ou 5 € par mois. Je pense que ce ne sera pas le cas. Les newsletters, elles sont en concurrence avec tout. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, de foyers notamment, qui ont plusieurs abonnements à des services de vidéo à la demande, ça va se faire, ça va aller taper dans le revenu discrétionnaire au détriment des newsletters, je pense. Ou des nouveaux bouquets d'offres. Mais en parlant de monétisation, il n'y a pas que les abonnements payants. On a ici aussi autour de la table et Jérôme et Rebecca. Peut-être Jérôme, puisqu'il y a aussi la question de Sarah Fernandez, de produits, affiliation. Comment vous monétisez? Alors, on a bien compris que vous alliez lancer une newsletter payante qui est plus une nouveauté chez Prisma. J'imagine que la grande majorité des 120 newsletters sont des newsletters gratuites. Comment vous les monétisez? Même indirectement. Alors, on a plusieurs formats. Je vais parler déjà d'un revenu direct où on va avoir plutôt une logique branding et on va permettre aux annonceurs de bénéficier d'une visibilité maximale, pour reprendre le terme qu'on utilise en display, 100% de visibilité, avec un habillage de la newsletter, plus nous ajoutons un grand format qui est sous le header logo de notre marque, donc il y a une vraie caution de marque. Cela est vendu au forfait. Ensuite, au sein de la newsletter, il y a des native advertising publicitaires que là, cette fois-ci, on va vendre au clic. On a mené une étude auprès de notre communauté newsletter et on s'est aperçu que le native advertising publicitaire, entre autres, était le format qu'il préférait. Et puis ensuite, nous avons la source de revenus indirects. Effectivement, comme vous le disiez, et nous aussi, on travaille beaucoup sur la personnalisation, entre autres sur l'objet. Comme je le disais en préambule aussi sur ta première question, on a développé avec une intelligence artificielle un moyen aussi de personnaliser de plus en plus de contenu au sein de la newsletter, suivant les centres d'intérêt enregistrés et on va dire déclarés par les clics successifs de nos lecteurs. Et là, on n'est plus sur le C indirect, c'est effectivement le revenu publicitaire généré via les visites sur nos sites. Et ce qui est important, tout à l'heure, on parlait de communauté. Et effectivement, quand je suis arrivé il y a un peu plus de 3 ans chez Prisma, on parlait d'abonnés newsletter. Aujourd'hui, on utilise un terme qui est la communauté engagée. Parce qu'on s'est aperçu que ces gens-là, comme je disais, c'est vrai qu'on leur propose un service aujourd'hui, et ils se sont vraiment accaparés. Et on s'aperçoit que l'engagement avec notre marque est 3 fois plus fort qu'avec nos lecteurs qui arrivent par d'autres canaux digitaux, que ça soit en nombre de pages vues, en temps passé sur les sites et même en vidéo consommée, parce qu'il y a de plus en plus de publications vidéo sur nos sites. Ok, donc notre manière de monétiser. Benoît, tu es autour de la table le seul qui a une newsletter payante. Alors il y a Jérôme qui arrive, Prisma avec cette nouvelle newsletter, mais pourquoi avoir fait le choix du payant par rapport à du sponsoring c'est un choix qui s'est fait naturellement. J'ai fermé la scène parce qu'il y a des travaux. Des inconvénients de conférences Zoom qui viennent de démarrer. Le choix du payant, il était parce que d'abord on voulait avoir un modèle économique. On faisait le pari de la qualité, c'est en fait la qualité des algorithmes et de la pertinence des algorithmes. Donc on travaillait vraiment sur des choses de qualité. Donc pour nous, le modèle le plus simple était pas d'aller chercher on a vraiment avancé étape après étape. C'est qu'on voulait d'abord quelque chose de qualité, on voulait partager ça avec des lecteurs, donc ne faire que du bouche à oreille, et on n'avait pas de vision pour l'instant d'avoir une audience très, très grand public. On s'adressait plutôt à une communauté, à une cible de personnes, ça correspond à 20% de la population française tout de même, mais qui sont passionnés par l'info, qui s'y intéressent beaucoup, qui sont aussi préoccupés, etc.
et le modèle payant était intéressant parce que la newsletter, en fait, le facilite. Lorsque le taux on a un taux de transformation de 4% par exemple sur nos abonnés qui arrivent gratuitement, qui ensuite transforment sur un abonnement un abonnement à 15 €. Donc pour nous le modèle d'abonnement était beaucoup plus adapté en fait à un service par newsletter. Et puis, il permet aussi cette pérennité de voir, enfin là, c'est plutôt le point de vue entrepreneur, mais tu as cette espèce de visibilité, tu es comme un commerçant où tu transformes et puis tu passes dans des logiques de revenus mensuels moyens. Enfin, c'est un autre type de business avec toutes ces… oui, ce qu'on appelle un modèle de ça, c'est comme un modèle d'abonnement, en fait, média. Et puis surtout, en fait, nous, ça nous a permis de financer, parce qu'on n'a pas levé de fonds au départ, donc ça nous a permis de financer petit à petit le projet, en fait, au fur et à mesure. Et la levée de fonds, d'ailleurs, s'est faite il y a un an, uniquement auprès de nos abonnés. Et donc, j'ai lancé la levée de fonds plus en plein confinement. On avait 4000 personnes qui couvraient la newsletter du dimanche et on a levé 330 000 €. Donc avec 600 actionnaires maintenant qui sont dans. Donc en fait, ce levier-là, j'aurais jamais eu. Et sincèrement, au moment où le confinement est tombé, j'étais tout seul dans mon bureau. C'est une boîte, on était 2 quand maintenant on est une dizaine depuis la levée de fonds, et que vous avez que votre mail. Là, vous vous rendez compte quand même, avec pas non plus des milliards d'abonnés, quoi. On n'a que des abonnés de qualité, effectivement. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir une newsletter, quoi. Oui. Clairement. Je rebondis, j'allais poser la même question à Rebecca, mais je rebondis sur une question dans le chat de Lina. Ça allait un peu vite, de Laurent Bérard qui est là. Ne faut-il pas radicalement distinguer les newsletters éditoriales et les newsletters de content ad, puisque Jérôme nous parlait effectivement un peu de native advertising, donc du contenu d'une marque, mais dans les formats, dans le look and feel, comme on dit, du média, mais sans pour autant jouer sur la confusion. Donc ça, c'est une vraie méthode de monétisation que Prisma maîtrise bien. Rebecca, vous, votre modèle économique, il repose en grande partie sur du sponsoring. Donc ça sous-entend que vous devez parler des valeurs de votre sponsor, de votre annonceur. Est-ce que tu considères les Glorieuses comme une newsletter éditoriale, une newsletter native ad, de content ad, comme le dit Laurent? Je provoque un petit peu, mais est-ce qu'il faut absolument les distinguer, ou est-ce qu'on peut avoir les deux dans quelque chose où on n'ait pas l'impression de trahir son audience? Moi, je vois pas vraiment de différence entre les deux. Les Glorieuses, Gloria Media et les newsletters qu'on produit, c'est 70% de revenus qui sont en sponsoring, 20% qui sont de la production déléguée, donc on produit des newsletters pour des marques et pour des médias, et 10% le Club des Glorieuses. Et donc ça, c'est un abonnement annuel de 129 € que les membres payent pour accéder aux conférences qu'on organise et accéder à un certain nombre d'avantages. Pour ce qui est du sponsoring, en fait, on distingue par newsletter. Dans les Glorieuses, le sponsoring, il va y avoir une bannière cliquable en haut et en bas où ça va être marqué « Cette newsletter vous êtes offerte par » avec le logo de la marque. Et ça va être une bannière cliquable qui va renvoyer vers la marque. Et il va y avoir une bannière au milieu de la newsletter pour promouvoir ce que la marque veut promouvoir. Et en bas, il va y avoir un encart avec marqué un mot de notre partenaire. Et donc, ça va être soit une petite interview, soit une explication de pourquoi est-ce que le partenaire est partenaire de la newsletter. Mais il ne va pas y avoir de contenu intégré dans la newsletter. On ne fait pas du tout de contenu rédactionnel. On n'en fait pas dans les Glorieuses, on n'en fait pas dans Impact. Alors, Impact, pour le coup, c'est une autre newsletter qu'on a lancée il y a 4 mois. C'est une newsletter qui est la verticale politique des Glorieuses. On va parler que des mobilisations féministes dans le monde. Et donc là, Impact est financé pendant 2 ans par un fonds international qui s'appelle The New Venture Fund, qui du coup, nous a aidé à nous lancer. Et d'ailleurs, la promesse, ou en tout cas, c'est ce qu'on a marqué dans notre dossier, donc de toute façon, voilà, il va falloir qu'on se tienne à cette promesse, c'est qu'effectivement, de proposer une version payante au bout de 2 ans pour que ce modèle soit rentable. En fait, à chaque fois qu'on lance une newsletter, on crée un petit modèle économique spécifique pour cette newsletter-là. Et donc, pour Impact, l'idée, c'est que dans 2 ans, on va lancer un abonnement payant à destination notamment des pouvoirs publics ou des grandes entreprises. C'est qu'en fait, c'est le modèle des grands médias, de Politico, du New York Times, où ils font une espèce de
de curation ou d'éditorial spécifique pour un certain nombre de clients. Et après, on va avoir pour la newsletter économie, par exemple, qui est une newsletter qui est uniquement sur la question du genre et de l'économie et du monde du travail. C'est une newsletter qui est financée à l'année par L'Oréal. Et alors, pas n'importe qui chez L'Oréal, c'est par le département RH de L'Oréal. Et eux, leur intérêt dans le fait de financer cette newsletter, c'est qu'on va aborder des thèmes sur lesquels eux ne peuvent pas prendre la parole, parce que c'est des thèmes qui sont... on va par exemple parler de la question de la race, qui est quelque chose, une conversation qui est tout à fait commune aux États-Unis. En France, on a les gens qui s'irritent dès qu'on prononce le mot. Et c'est pour le coup des questions sur lesquelles L'Oréal voudrait qu'on explore. Et nos partenaires, à aucun moment, ils nous donnent un thème, ils nous donnent un sujet sur lequel parler. Et les quelques-uns qui s'y aventuraient, je leur ai clairement dit que non, que ça ne fonctionnerait pas, parce que finalement, ça briserait la promesse que j'ai avec ma communauté et le lectorat. À partir du moment où ils vont se rendre compte, où ils se rendraient compte que j'étais payée pour parler sur tel ou tel thème ou sur tel ou tel événement, je pense que cette confiance, elle se briserait, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Je l'entends. Oui, Jérôme, vas-y. François, par rapport à cette question de distinguer une newsletter éditoriale, une newsletter content ad, nous j'ai déjà fait référence à cette étude qu'on a menée auprès de la communauté newsletter de nos différentes marques, et en fait il y a 75% des gens qui nous ont répondu, qui remarquaient les publicités. Alors c'est comme tu l'as dit, elles sont vraiment flaguées, c'est vraiment très clair, il y a même un fond différent. On joue vraiment sur le côté sponsorisé par, avec un fond différent. Il n'y a pas de quiproquo entre nos articles et des natives publicitaires. Il y en a 73% des interrogés qui nous ont répondu, ils souhaitaient en savoir plus sur les marques. Et un dernier chiffre, c'est qu'il y a 6 abonnés newsletter sur 10 qui forwardent très régulièrement les newsletters à des gens de leur entourage. Donc, je dirais qu'on voit qu'il y a vraiment aussi, ils se sont accaparés le média newsletter. Ils distinguent bien justement la publicité. Après, nous, c'est vrai, comme je le disais, on a cet ADN de pousser justement des aides à la consommation, du conseil, du coaching. Donc, ça ressort après, on voit même au sein de nos lecteurs. Très clair, effectivement. J'ai encore plein de sujets, je vois le temps qui passe. Je voulais parler 2 secondes de communauté, puisque Jérôme, tu l'as évoqué, et Benoît peut-être l'importance de la communauté dans les newsletters. Donc c'était marrant un peu ce glissement sémantique dont tu parlais, Jérôme, parce que la newsletter, c'est aussi une expérience où on trouve de plus en plus de contacts. Et que je vois par exemple la newsletter payante Magma, d'Arthur de Villemandy ou Laetitia Vito, Nouveau Départ, etc. En fait, chaque émetteur est un peu un faiseur de réseau en puissance. Je parle des Magma parce qu'ils ont un Slack derrière qui permet vraiment la rencontre. Benoît, toi, en termes de communauté, est-ce que tu sens cette force de la communauté autour de ta newsletter ? Oui, elle est très importante. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont les abonnés payants qui sont les plus engagés. Donc, du coup, on a plutôt tendance à vouloir augmenter, quitte à baisser. On va même proposer une offre moins chère encore pour avoir plus d'abonnés payants parce qu'ils sont beaucoup plus engagés. La newsletter, en fait, la dimension intime de la newsletter, tant quand c'est le robot qui parle ou quand c'est moi qui écrit directement en fait aux abonnés, elle génère. Alors ça c'est étonnant parce qu'on n'est pas comme sur les réseaux sociaux où en fait on parle à un ensemble de personnes. On parle à une personne et elle répond directement en fait à la lettre et je réponds à toutes les lettres. Et ensuite, je le fais participer. Et j'ai souvent des textes assez étonnants. J'ai des gens qui m'envoient des magnifiques, des réflexions que je republie moi derrière après dans un rendez-vous qui est hebdomadaire. Et on a une communauté qui est sur Discord. Donc on a pas loin de 700 personnes maintenant qui sont engagées sur Discord de tous âges en fait et qui échangent des liens, qui discutent aussi parfois des dernières newsletters, de certains sujets et avec qui on fait des rendez-vous maintenant en audio une fois par mois pour qu'ils puissent se connaître les uns les autres. Parce que du coup c'est vrai que la newsletter fait qu'on ne peut pas vraiment se connaître, donc à moins de faire des événements, mais ce qu'on ne peut pas faire là pendant depuis la crise sanitaire. Donc on utilise Discord et la newsletter pour la communauté.
Alors ça, c'est effectivement intéressant. Avant que je te donne la parole, peut-être Rebecca, sur la communauté, parce que toi, c'est quelque chose que tu travailles, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, un peu l'hybridation des outils. Donc on a parlé de Substack et maintenant toi, tu parles de Discord. Il y a un produit qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle SideChannel, qui permet en fait, si on est abonné à un bouquet de newsletters, d'avoir accès justement au Discord et donc d'être un peu impliqué, d'avoir des exclusivités. Donc ça se travaille vraiment beaucoup, cette notion de communauté. Est-ce que Rebecca, tu peux nous dire en 2 mots ce que tu fais toi au niveau de la communauté, le Club des Glorieuses? Oui, alors c'est un club que j'ai créé il y a 3 ans, qui a aujourd'hui un peu plus de 350 abonnés payants du coup. Et il y a 2 offres, une offre à 79 € et une offre à 129 €. Et en fait, ça permet d'accéder à la conférence mensuelle qu'on organise. Donc là, ça fait 1 an qu'on le fait sur Zoom, mais normalement, on le fait en physique dans nos locaux à Paris, dans le 11e. Mais mine de rien, le fait de l'avoir fait sur Zoom depuis 1 an, ça fait qu'on a beaucoup plus d'abonnés en dehors de la France et en dehors de Paris, mais surtout en dehors de la France. Parce qu'on a une grosse communauté à Londres, à Bruxelles et à Genève. Et en fait, les personnes font partie du club pour plusieurs raisons. La première, à mon avis, c'est sûr d'ailleurs, c'est qu'ils veulent soutenir le projet. C'est vraiment une démarche de soutien. Ils aiment ce qu'on fait et donc ils veulent nous soutenir de cette manière-là. La deuxième, c'est le fait qu'on fait des conférences avec des personnes qu'on ne voit pas forcément par ailleurs et on pose des questions qu'on ne pose pas forcément par ailleurs. Et dans un troisième temps, en fait, ça leur permet aussi de rencontrer des femmes et des hommes qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Et donc, ça leur permet de créer des relations personnelles ou professionnelles autour de cette thématique. C'est un club de rencontres féministes. Ça, on le sent bien que c'est quelque chose qui est important. Dernière question avant qu'on passe peut-être à la session de questions-réponses, peut-être pour Frédéric. On voit cette multiplicité, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que dans le futur, on peut imaginer des nouveaux services de syndication de newsletters où on piocherait des abonnements? Parce que tu disais, tout le monde ne peut pas s'abonner à 10 newsletters à 30 €. Est-ce qu'on peut imaginer demain? Ça me semble. D'abord, je suis content d'avoir échappé à la question sur les communautés, parce que moi, j'ai pas du tout de communauté, je l'entretiens absolument pas et je me fous complètement. Donc, non, je dis pas ça de façon négative, mais c'est que non, mais plus sérieusement par rapport à la question des communautés. Sans ça, je dis que les objets comme les newsletters que produit Rebecca et que ce qu'un type comme moi fait sont complètement différents. C'est-à-dire que moi, avant tout, c'est un truc journalistique. C'est-à-dire que ma newsletter, je la traite exactement comme un papier que je ferais pour, en l'occurrence, par exemple, pour l'Express. Nous aussi, hein. Oui, je sais bien, mais je veux dire, vous, c'est beaucoup plus, ça me semble, plus que j'en ai vu, ça me semble beaucoup plus centré sur la relation et sur le fait de rentrer en résonance avec votre audience. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est pas l'objectif et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs différentes newsletters. Je pense que les Glorieuses, effectivement, c'est une relation assez intime qu'on a avec notre lectorat. Mais par exemple, la newsletter Impact, c'est en fait un tour du monde de ce qui se passe en matière de mobilisation féministe. Et donc, c'est un traitement purement journalistique. Contrairement aussi à la newsletter Économie, où là, en fait, c'est un exercice de vulgarisation scientifique dans le sens où on va choisir une chercheuse ou un chercheur d'un autre pays qui a publié récemment des études sur la question du genre et du monde du travail, et donc on va rendre accessible son étude. Et donc du coup, c'est du journalisme scientifique. Mais c'est vrai que chaque newsletter a sa ligne éditoriale. Juste une toute petite chose que je voulais dire, notamment à l'adresse des personnes qui sont dans l'audience et un peu dans le chat, dont on sent que certaines se posent la question dans ces newsletters. Je voudrais attirer l'attention de l'audience sur les bénéfices intangibles des newsletters. Pardon, je vais parler simplement de mon cas personnel, ça n'a aucune valeur de généralisation. Simplement, dans ma démarche journalistique, le fait d'avoir fait une newsletter qui a souvent été, je ne l'ai jamais fait payer parce que c'était souvent un truc que j'avais à côté, de job que j'avais, etc. Les bénéfices intangibles ont été gigantesques. Par exemple, quand aujourd'hui je fais des papiers, que donc je vais appeler des gens, je sais que le taux de réponse que je vais avoir par rapport à des demandes d'interview où les gens vont s'interroger sur, où je vais
demandé s'ils me connaissent, etc. Je suis toujours très agréablement, et c'est bon pour l'ego, surpris du fait que les gens me disent bien sûr, je sais ce que vous écrivez, bon, ok, bien sûr qu'on va se parler, etc. Il y a un bénéfice intangible absolument gigantesque. Si je regarde les 10 dernières années de ma petite carrière personnelle, les derniers jobs que j'ai eus, par exemple un job de direction aux Échos, et puis les 2 années que j'ai passées à l'université de Stanford, où j'ai été invité dans une des bourses les plus recherchées, qui est celle de la Knight Foundation. Je n'aurais pas eu la Monday Note, j'aurais pas été pris, ils m'auraient absolument pas repéré. J'étais beaucoup trop vieux, j'étais français, j'étais mâle blanc hétéro, c'était pas du tout le profil. Mais là, en l'occurrence, quand ils ont vu arriver ma candidature à Stanford, ils se sont dit, à moins que ce soit quelqu'un de profondément déplaisant ou que son projet soit complètement naze, on va le prendre parce que on le connaît, ça fait juste 10 ans qu'il fait son truc, on connaît ses valeurs, on connaît son attachement au journalisme de qualité, on entrevoit ses positions politiques sans qu'elles soient très affichées. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment cette notion de bénéfice intangible, c'est-à-dire que je vais mettre mon travail à la disposition de tout le monde et les gens vont pouvoir voir sur pièce, sur une longue période, ce que je fais est quelque chose de fantastique. Il y a juste une toute petite dernière question que je souhaitais adresser, qui a été posée 2 fois, je crois, dans le chat, c'est tout ce qui est fréquence. Moi, je note que les gens qui réussissent dans les newsletters sont des brutes de travail. Ce sont des gens qui, c'est pas mon cas, moi je le considère plutôt comme un gros branleur, mais ce sont des gens qui ont une capacité de production et une assiduité dans leur production qui est absolument phénoménale. Donc il y a une corrélation directe entre les volumes produits et puis le retour de l'audience, de la communauté et le nombre d'abonnés. Voilà. Merci Frédéric. Question justement de l'envoi, peut-être Jérôme, est-ce que vous qui devez en envoyer, j'imagine, plusieurs millions par mois de newsletters, est-ce qu'il y a un bon jour, un bon moment pour envoyer les newsletters ? Oui, effectivement, on fait des statistiques et on fait des statistiques sur les heures d'envoi, sur les jours d'envoi. Donc maintenant, on commence à avoir une certaine expérience. Ensuite, effectivement, comme tu le dis, nous, on pèse aujourd'hui 90 millions d'impressions mensuelles. Donc, ça commence à être assez important. Là où je rejoins Frédéric, c'est que effectivement, dans nos newsletters, et je pense qu'il y a tellement d'informations, quelqu'un l'a dit au début de notre entretien, il y a tellement d'informations partout, tout le monde est submergé. Et je pense que ce qui fait la force des newsletters, et c'est ce que j'ai compris dans ce que vient de dire Frédéric, c'est que comme chez nous, la rédaction, elle propose une vraie sélection. Donc, on va parler aussi tout ce qui est fake news, mais en fait, ce travail-là, je pense que c'est aussi ce qui attendent nos lecteurs au travers de toutes les newsletters là dont on a parlé. C'est qu'il y a une vraie sélection d'une rédaction qui est vraiment un plus. Et après, sur les heures d'envoi, les jours d'envoi, effectivement, quand on lance… Alors, nous aussi, la newsletter, c'est une grosse source d'insight. C'est-à-dire que on va collecter de la data contre un service qui va nous permettre aussi derrière, sur le plan publicitaire, de faire du ciblage socio-démo, géologue, centre d'intérêt. Mais quelqu'un qui s'abonne à Femme Actuelle ou qui s'abonne à la newsletter Femme Actuelle mode, il nous donne une information déjà sur ses centres d'intérêt. Donc ça c'est très important pour nous. Et sur les heures d'envoi, ainsi de suite, nous on travaille plus sur la réactivité des profils. Donc de travailler sur des gens qui sont plus ou moins réactifs et avec des systèmes aussi de réactivation, avec des newsletters, on va dire, on travaille un peu plus sur mesure pour certains de nos lecteurs qui nous consommeraient un peu moins. Donc c'est vrai que la part, j'en parlais de l'intelligence artificielle, où on travaille beaucoup aussi sur l'objet, la personnalisation de l'objet. Je suis tout à fait d'accord avec Rebecca, hyper important. Et il y a aussi tout ce contenu qui devient de plus en plus sur mesure, suivant les centres d'intérêt du lecteur. Merci Jérôme. On arrive au bout parce que le temps passe. Déjà quand même à quelques questions. J'essaie de voir si on n'en a pas loupé.
Alors, il y avait une question sur la population prête à payer pour une newsletter. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a des études déjà qui ont été menées là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table a une idée un peu du bassin de clients possibles. C'est une question un peu compliquée qui n'a pas forcément de réponse précise. Donc, je ne pense pas que j'aurai de réponse, tout simplement. Top. Rebecca, peut-être sur l'heure d'envoi. Je sais que ça peut être anecdotique, mais peut-être vous êtes avec moins de newsletters. Est-ce que tu as déjà mesuré des grosses différences entre ton jour et ton heure d'envoi? Est-ce que vous avez pris l'habitude? On dit souvent il faut créer un rendez-vous avec sa communauté. Les gens s'attendent à la recevoir à un moment. Est-ce que tu l'as vérifié, toi, de manière avec de la data? Oui, je l'ai vérifié. Moi, j'envoie la newsletter des Glorieuses tous les mercredis à 6h du matin. Enfin, entre 5h30 et 6h du matin. Et clairement, c'est l'heure limite si jamais on veut qu'il y ait un bon taux d'ouverture dans la journée. Un jour, par flemme, je l'ai envoyé à 13h ou 14h et clairement, ce n'était pas du tout les mêmes statistiques. Donc, clairement, il y avait de grands problèmes. Puis après, je ne sais pas s'il y a une réponse. Le format de la newsletter, pour la newsletter économie, c'est un format qui est plus long. Donc, on l'envoie le week-end parce que la newsletter des Glorieuses, je pense que ça prend entre 5 et 8 minutes à lire. La newsletter économie, c'est un long texte, une longue enquête qui prend une quinzaine de minutes à lire. Donc ça, on l'envoie le dimanche matin à 6h du matin aussi. Ouais, donc j'imagine de tester et puis de voir et que ça dépend de la longueur, du sujet, du côté fun ou pas, si c'est à snacker ou si c'est quelque chose qui demande d'être un peu à tête reposée. Mais donc la notion de rendez-vous, en tout cas, est importante. C'est une fois qu'on l'a trouvé, de se tenir. Dernière question un peu plus technique de Laurent sur est-ce que vous faites de la prospection, c'est-à-dire est-ce que vous fonctionnez uniquement par le bouche à oreille? Est-ce que vous allez acheter des fichiers? Peut-être plus quelque chose qui pourrait être fait du côté de chez Prisma. Et s'il y a de la prospection, comment vous faites pour être compliant, en règle avec le RGPD? Alors, j'avais déjà répondu sur la partie à Karim. Effectivement, nous, dès qu'on lance une nouvelle newsletter, que ça soit justement quand on lance une newsletter thématique, on va procéder par de l'autopromotion au sein de nos newsletters ou sur nos autres supports. C'est vraiment notre façon de travailler. Donc on ne peut pas parler d'opt-in ou d'opt-out. De toute façon, nous, on ne pourra prendre la parole et lancer une nouvelle newsletter qu'auprès des gens qui auront souscrit un consentement à cette newsletter. J'ai une newsletter géo quotidienne et on a lancé cette année une géo-aventure. Pour la géo-aventure, on ne peut l'envoyer qu'aux personnes qui sont abonnées à géo-aventure. Oui, vous prenez le consentement systématiquement. À la quotidienne géo n'a pas le droit de la recevoir. Et là-dessus, on est totalement dans les règles du RGPD. Ok, merci Jérôme. Et dernière question pour conclure cette table ronde qui est intéressante de Perrine et peut-être que spontanément, Rebecca, ça peut te concerner puisque c'est comment faites-vous pour inciter les jeunes à lire vos newsletters? Et je trouve cette question en fait doublement intéressante parce que, alors même si on a différents profils autour de cette table, aucun de nous n'est millénial a priori. Est-ce que les jeunes, donc tu as cette newsletter, les petites glorieuses, qui s'adresse, tu disais, aux jeunes adolescentes, est-ce qu'ils lisent des newsletters, les ados? C'est vrai que quand on l'a lancé, j'avais pas du tout réfléchi à cette problématique-là. Et donc, c'est vrai que très, très rapidement, on a plafonné à 5000 abonnés, je crois. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de lancer la newsletter sur WhatsApp. Et donc, du coup, les gens pouvaient décider de la lire soit par email, soit par WhatsApp. Et donc, les gens soit mettaient leur numéro de téléphone, soit mettaient leur adresse mail. Et en fait, depuis, c'est plus possible parce que WhatsApp a limité cette fonctionnalité-là. Et donc, on a eu possibilité d'avoir une transformation qui était genre de 50% pour les abonnés qui étaient en WhatsApp, qui lisent maintenant par email. Et on a pu passer de 5 à 20 000 abonnés parce que, en fait, c'est des personnes qui ont des adresses mail, notamment grâce à leur collège ou à leur lycée ou à leur université. Ouais. Donc voilà. Et puis après, la recommandation pour les petites flots, on s'est énormément basé sur le bouche à oreille des grandes sœurs, des mères, voire des grands-mères parfois qui lisaient les Glorieuses et du coup, on recommandait
les newsletters des petites glos à quelqu'un de leur entourage. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un lien de transmission aussi, parce qu'elles vont discuter de cette thématique-là ou garder un lien, même si elles ne vivent pas forcément dans la même ville ou dans le même endroit, via finalement ce contenu sur lequel elles débattent ensuite. Comme je disais tout à l'heure, nous, quand je disais que 6 sur 10 la forward, on les compare comme nos lecteurs de magazines aux lecteurs secondaires. Oui, avec la circulation de l'exemplaire qu'on se passe. C'est une vraie caisse de résonance, effectivement. Mais qu'on ne peut pas traquer. La data ne le permet pas encore aujourd'hui, malheureusement. Merci à toutes et à tous. On a fait le tour des sujets, on a tenu dans l'heure. On a perdu Benoît dans les dernières minutes, donc je le saluerai. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et encore merci aux intervenants d'avoir accepté de passer 1 heure avec nous. C'était très intéressant, à mon humble avis, d'avoir tous ces points de vue. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci. L'enregistrement va vous être envoyé directement dans votre boîte mail. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Laure pour l'invitation. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!